Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La pression de la rue aura eu raison du régime de Milosevic. Première journée de victoire de la démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants célèbrent ce moment historique devant le Parlement. La communauté internationale félicite le président Kostunica. Quant à Slobodan Milosevic, il est bien resté à Belgrade. Il a rencontré en fin de journée le ministre des Affaires étrangères russe et affirme vouloir jouer un rôle dans la vie politique du pays. Réaction dans ce journal du cinéaste Emir Kusturica et l'analyse du ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, qui est donc l'invité de ce journal. La journée de tous les dangers à Jérusalem et dans les territoires palestiniens, de nouveaux affrontements sur l'esplanade des mosquées, de nouvelles victimes à Gaza et en Cisjordanie. Le verdict de l'abbé Bisset, condamné à 18 ans de réclusion, l'avocat du prêtre aussitôt décide de se pourvoir en cassation, considérant que le jugement est d'une sévérité inacceptable. Pas un coup d'État, mais une révolution. La Serbie a ce soir un nouveau président. Les symboles du régime en moins de 24 heures se sont effondrés. Le Parlement pris d'assaut, gardé par une foule en liesse de manifestants. Et la liberté de parole et de pensée qui circule à nouveau après 10 ans de dictature. La nouvelle démocratie saluée par la communauté internationale. Une démocratie fragile. La ville de Belgrade reste sur le qui-vive. L'ombre de Milosevic continue malgré tout de planer, même si les changements en cours sont irréversibles. Et le cœur de la capitale vibre au rythme des manifestants devant le Parlement. Dorothée Lyrique. Avoir 20 ans à Belgrade et vivre ça. La démocratie, la liberté retrouvée et cet après-midi le repos d'une foule qui s'est insurgée hier. Pour eux, le dictateur Milosevic est déjà mort. Ils étaient plus de 100 000, tout simplement heureux. Après cette manifestation, des dizaines de milliers de personnes se sont rendues devant l'église orthodoxe. Pour la grande messe de ce jour pas comme les autres, les autorités religieuses ont prié pour la réconciliation du peuple serbe. La nuit dernière, l'ambiance était tout autre pour fêter la victoire. La jeunesse serbe a dansé longtemps, mais a aussi parlé révolution. En quelques heures seulement, les institutions inféodées à Slobodan Milosevic se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Bien sûr, l'homme est toujours là dans l'ombre, mais l'opposition croit en sa victoire définitive. D'autant plus que la nuit dernière, les chars de l'armée qui faisaient mouvement vers Belgrade ont fait demi-tour. Au milieu de cette incroyable veillée, Vojislav Kostunica, le leader de l'opposition, s'est présenté à la foule comme le nouveau président yougoslave. Il a salué la Serbie libérée. Des incidents, il y en a eu quelques-uns, faisant une centaine de blessés et un mort. Pas dans la nuit, mais hier après-midi, pendant l'assaut du Parlement. Plus tard, des manifestants ont agressé plusieurs pro-Milosevic. Cet homme est le directeur de la télévision d'État. Mais de cette journée d'insurrection, l'opposition préfère retenir d'autres moments comme ces gestes de fraternité. Très vite, les soldats se sont ralliés au peuple et c'est toujours comme ça que se font les révolutions. Et une nuit blanche pour des dizaines de milliers de manifestants, gardiens improvisés du nouveau pouvoir. Chacun a le sentiment de vivre en ce moment des heures historiques, la fierté d'être là, le soulagement d'avoir renversé l'homme fort de Belgrade et avant tout l'immense joie qui se communique de quartier en quartier. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Philippe Jasselin. Finalement, nous sommes libres, nous nous sommes libérés de toutes ces années de prison, c'est quelque chose de magnifique. Belgrade a enfin retrouvé le sourire. Depuis hier, les rues de la ville sont envahies d'une foule en liesse. Ils sont là pour manifester leur joie et c'est aussi la fierté d'un peuple qui a retrouvé sa dignité. Nous sommes contents parce que finalement, nous avons réussi de renverser le régime que nous n'avons pas voulu depuis longtemps. Maintenant, nous avons réussi de le faire nous-mêmes, vous savez. Le Parlement investi hier par la population est déjà un lieu de pèlerinage. Tous espèrent que maintenant, il appartient définitivement à leurs élus. C'est super, il n'y a pas mieux. Nous avons renversé le pire.
Nous attendons le meilleur. Nous espérons que ce sera de mieux en mieux. C'est un jour spécial pour moi, que c'est mon anniversaire et j'ai reçu mon plus beau cadeau d'anniversaire. Toute l'opposition démocratique est là, les jeunes du mouvement Otpor, Résistance, mais aussi le plus vieux bus de Serbie. Des manifestants venus de tout le pays. Ils sont aussi dans la rue pour répondre aux consignes de la coalition qui a gagné les élections, l'opposition démocratique de Serbie, pour protéger leur victoire d'un éventuel coup de force des partisans de Slobodan Milosevic. Mais la confiance est là. À Belgrade, personne ne croit plus à un retournement de situation. Et témoin de cette journée qui rentrera dans les livres d'histoire, notre envoyé spécial Gérard Grisbeck dans le centre de la capitale. Finalement, la révolution n'aura duré que quelques heures, rien à voir avec ce que l'on a connu en Roumanie il y a 11 ans avec sa tragédie et ses combats de rue qui ont duré plusieurs jours. Même s'il y a eu 2 morts et 200 blessés hier, en réalité on a l'impression que maintenant la page est tournée. Rien à voir donc avec la Roumanie. Si on devait faire une comparaison historique, on pourrait plutôt comparer cette révolution à la révolution de velours, avec ce que l'on a connu, cette transition démocratique qu'on a connue et pacifique en Tchécoslovaquie en 1989. Alors évidemment, ici, devant le Parlement, les gens sont encore rassemblés, ils ont dansé toute la nuit, ils chantent, ils dansent, ils s'embrassent. Mais si on s'éloigne du Parlement, la ville est très calme, on a l'impression qu'on a très vite tourné la page Milosevic. Comme toujours avec ces régimes autoritaires, pendant des années on se dit qu'ils vont tenir, parce qu'ils en ont connu d'autres. Et puis finalement, lorsqu'ils tombent, on se demande comment ils ont pu durer aussi longtemps. C'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui en Serbie. Alors, ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est cette transition démocratique. Le ministre russe des Affaires étrangères est venu à Belgrade. Il a déclaré qu'il avait vu le président Milosevic, qu'il voulait encore jouer un rôle. C'est possible, mais en réalité la page est bel et bien tournée. Le nouveau président s'appelle Vojislav Koštunica et il est le seul président aujourd'hui du pays. Et dès hier soir, le président élu s'est mis au travail et a annoncé la tenue du nouveau Parlement qui devrait l'introniser officiellement. Il y a moins de 2 heures, la Cour constitutionnelle yougoslave confirmait elle-même la victoire de l'opposition dans un revirement à l'image des événements. Désormais, tous les rouages du pouvoir semblent aux mains du nouveau chef d'État yougoslave, soutenu et félicité par la communauté internationale. Claude Sampère. Symbole du régime Milosevic, la télévision d'État diffusait hier soir un concert de musique classique. Le son s'est brutalement interrompu, puis quelques secondes plus tard, l'image. La foule est dans la rue, le pouvoir bascule. À quelques centaines de mètres de la télévision à l'hôtel de ville, on élit le nouveau maire. Un nouveau conseil municipal dominé par l'opposition se réunit. L'opposition qui avait remporté 105 des 110 sièges à la mairie lors des élections du 24 septembre dernier. Milan Protic est élu maire de Belgrade. Première déclaration. Milosevic doit décider d'accepter la volonté du peuple de ce pays le 24 septembre et que demain on commence de résoudre les grands problèmes du pays et du peuple serbe. Est-ce que vous avez une idée où il peut être maintenant? Non, je ne sais pas et je m'en fous. Un peu plus tard, dans la nuit, la télévision d'État reprend ses programmes et les Serbes, pour la première fois, découvrent sur cette télévision, qui était jusque-là aux ordres, le nouveau président, Vojislav Koštunica. Le ton est modéré, calme. Il appelle la foule à ne commettre aucune violence et il leur demande de croire en la victoire. Dans la nuit, même la presse officielle met à la une la photo du nouveau président. Nouveau régime, nouvelle presse, libre. Et dès le lendemain, Koštunica commence son travail de chef d'État. Il reçoit dans le bureau même de Milosevic, Igor Ivanov, le ministre des Affaires étrangères russe. C'est sa première rencontre officielle. Devant la presse, Koštunica estime que la crise est finie et que le pays agit avec dignité, détermination et une grande maîtrise. C'est le peuple qui est vainqueur, ajoute-t-il. Dans l'après-midi, du monde entier arrivent des messages de soutien. Les États-Unis soutiennent partout les peuples qui combattent pour la liberté.
Reconnaissance de Vladimir Poutine et soutien également de Tony Blair, de Gerhard Schröder, de toute l'Union européenne et de la France. Et en effet, Jacques Chirac, dès ce matin, s'est entretenu par téléphone avec le nouveau président yougoslave, lui adressant toutes ses félicitations au nom de l'Union européenne. L'Union européenne qui s'apprête à lever les sanctions contre la Serbie, nous y reviendrons. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le chef de l'État. Aujourd'hui est un jour important pour l'histoire de l'Europe. Une page s'est tournée dans les Balkans. Le peuple serbe a conquis sa liberté. Il l'a fait lui-même. Il l'a fait par son vote le 24 septembre. Il l'a fait hier à Belgrade, avec courage, avec responsabilité, avec dignité. Et je veux d'abord lui rendre hommage. Depuis plus de 10 ans, Milosevic a semé la peur et la mort. En 1995, à l'initiative de la France, la communauté internationale a réagi avec fermeté. C'était nécessaire. Chassé du pouvoir, Milosevic devra rendre compte de ses crimes. Le peuple serbe peut regarder l'avenir avec confiance, un avenir de démocratie, de liberté, de paix, dans une Europe où il prendra toute sa place. En tant que président de l'Union européenne, j'ai téléphoné ce matin au président Koštunica. Je lui ai dit notre joie et notre soutien. Je l'ai félicité. Je lui ai également indiqué que l'Union allait lever les sanctions qui frappent son pays. Et puis je l'ai invité au Conseil européen qui se tiendra dans quelques jours à Biarritz afin de pouvoir parler avec lui de l'aide que l'Europe doit apporter à l'émergence d'une République fédérale de Yougoslavie démocratique. Réputé pour sa probité, inconnu encore du grand public, Vojislav Koštunica est devenu l'homme providentiel de l'opposition bien décidé à renverser la dictature de Milosevic. Ses atouts, son honnêteté, son anticommunisme déclaré et ses convictions nationalistes bien ancrées dans lesquelles se retrouve une grande partie de ses électeurs. Une page est tournée. Jean-Marc Ilius. Il ne cherchait pas à séduire. Son nationalisme sobre tranchait avec les délires narcissiques des ex-ténors de la scène politique serbe. Mais si en quelques semaines, ce quasi-inconnu est devenu démocratiquement le tombeur de 13 ans de dictature Milosevic, c'est que Vojislav Koštunica, fils d'officier et professeur de droit constitutionnel, a su incarner aux yeux de millions de Serbes appauvris par Milosevic et déçus par l'opposition traditionnelle, une alliance possible entre nationalisme et démocratie. Celui qui peut regarder le peuple serbe droit dans les yeux, disaient les affiches. L'image d'un homme intègre. À rebours d'une corruption généralisée, le nouvel élu de la Serbie profonde était connu pour son train de vie modeste, un parcours jamais terni par un passé communiste ou des compromis suspects avec Milosevic. Une réputation de farouche défenseur des intérêts serbes, comme ici en 1994 avec Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie. M. Koštunica sera opposé aux accords signés avec les Occidentaux sur la Bosnie comme sur le Kosovo. Aujourd'hui, il dit oui à l'Europe, oui à la paix, non à la chasse aux sorcières, non à l'OTAN et surtout non au tribunal pénal international qui a inculpé Milosevic, une monstruosité juridique aux mains des Américains, dit le nouveau président yougoslave. Il appartient aux Serbes eux-mêmes de juger la dictature Milosevic. Alors l'Europe acceptera-t-elle aujourd'hui de reconnaître la nouvelle maturité démocratique de la Serbie et de laisser Milosevic être jugé par les siens à Belgrade? Ce sera le premier différend de Vojislav Koštunica avec l'Union européenne qui lui ouvre les bras. Et en direct de Normandie, l'un des citoyens yougoslaves à la renommée internationale, le cinéaste Emir Kusturica. Bonsoir. Tout d'abord, quel message, vous qui êtes actuellement en France, vous avez envie d'envoyer ce soir au peuple serbe et peut-être au premier d'entre eux, le nouveau président élu? Je vais essayer en français. Je vais féliciter le peuple serbe d'avoir évité une guerre civile comme en Roumanie il y a 10 ans. Quand un policier serbe est passé dans la rue
un manifestant, nous sommes témoins d'une évolution et non d'une révolution comme l'on appelle certains analystes. Now I go to the English. It's the first time that people in Serbia are going to organize their lives que les gens en Serbie vont organiser leur propre vie sans basically the heavy luggage sans that other tout Serbs ce in the other bagage republics lourd do. comme dans les autres républiques. Peut-être C'est la première fois depuis 10 ans que les Serbes à l'intérieur de la Serbie peuvent organiser leur vie sans vraiment avoir affaire avec ce régime en banqueroute. Emir Kusturica, peut-être un mot, je suppose que vous avez vécu avec fièvre et passion ces dernières 24 heures. Vous étiez constamment en contact avec vos proches qui sont à Belgrade. Et quand allez-vous les rejoindre? Eh bien, moi j'étais sur le web constamment, suivant les événements. Et j'étais très heureux de voir qu'il n'y avait pas de conflit, de guerre civile. Et en fait, ce qui m'obsède, c'est bien ce pays. 20 ans après la mort de Tito, le titisme est bel et bien fini. Et le paradoxe reflété un petit peu dans mon film Underground, où on voit pendant 20 ans des gens qui continuent à croire qu'il n'y a jamais eu de guerre, ou que la guerre a continué en fait, en permanence. Et au bout de 20 ans, ils émergent pour voir qu'il n'y avait pas de guerre. Mais Tito, c'était le chouchou de la guerre froide. Et Milosevic, en fait, a été une sorte de Tito Junior, sans la guerre froide. Merci Emir Kusturica d'avoir répondu donc en direct à nos questions. Une question essentielle et qui courait depuis hier, amplifiée par différentes rumeurs, toutes invérifiables. Où est passé Slobodan Milosevic, inculpé par le tribunal pénal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment au Kosovo? On le disait en fuite, on sait ce soir qu'il n'en est rien. C'est à Belgrade que l'ancien dictateur s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Milosevic, qui compte bien rester en Serbie. Agnès Varamian. On le croyait terré ou sur le départ. Le voilà qu'il reçoit chez lui le ministre des Affaires étrangères russe, Ivanov, ici, dans sa résidence des faubourgs de Belgrade. Slobodan Milosevic n'a pas renoncé. Il dit vouloir continuer à jouer un rôle politique en Serbie, même s'il exclut au cours de cet entretien tout recours à la force. Milosevic, poussé hors du pouvoir par la rue en moins de 24 heures, mais qui, il y a encore 3 semaines, remplissait les salles pour ses meetings électoraux. S'il en a la force, l'ancien chef d'État a-t-il encore les moyens de poursuivre une carrière politique? Autrement dit, que faire de lui? Ce soir, le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Carla Del Ponte, annonce qu'elle inculpera bientôt Milosevic pour génocide en Bosnie et en Croatie. Elle se dit prête à le recevoir au TPI à n'importe quel moment. Mais les Serbes livreront-ils leur ancien homme fort? Non, a déjà dit l'opposition. Slobodan Milosevic n'est pas seul responsable de tous les malheurs de la Serbie dans ces 10 dernières années. Il porte une grande part de responsabilité. Quand tous les autres accusés se trouveront sur le banc des accusés, donc l'OTAN qui a sa part de responsabilité, mais aussi les responsables des autres ex-républiques yougoslaves, à ce moment-là, Slobodan Milosevic pourra se retrouver parmi eux. Sinon, c'est au peuple serbe de rendre le jugement. En mai 1999, le TPI a déjà inculpé Milosevic de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre au Kosovo pour l'expulsion de 700 000 civils et le meurtre de 340 Albanais. La justice internationale veut le juger cette fois comme premier responsable des guerres dans les Balkans. Il faut que les choses soient dites et que les Serbes soient confrontés à leur histoire récente. Pas pour faire un procès de l'ensemble du peuple serbe, mais pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi sont-ils considérés comme responsables et où sont les coupables et qui doit répondre devant la justice. Les Serbes reprochent avant tout à Milosevic la ruine de leur pays, l'envoi à la mort de soldats serbes et la mise au banc des nations de leur peuple. C'est avant tout pour cela qu'ils veulent le juger. Et ce soir, un diplomate de l'ONU posait cette question essentielle. L'avenir de Milosevic est-il finalement aussi intéressant que le devenir de millions de Serbes? Sinistre bilan en effet de ces années tenues par Slobodan Milosevic, 10 ans d'un pouvoir sans partage, un régime que rien jusqu'à aujourd'hui et pas même les bombardements de l'OTAN n'avaient fait plier. Les victimes de la dictature se comptent par dizaines de milliers. Pascal Golomer.
C'est sa dernière apparition en public face aux jeunes officiers de l'Académie militaire de Belgrade, une semaine après le premier tour des élections. L'opposition crie victoire. Slobodan Milosevic, lui, s'en prend aux grandes puissances étrangères qui agiraient en sous-main. Un discours nationaliste, un de plus. Ce nationalisme qui lui a permis d'accéder puis de se maintenir au pouvoir pendant plus de 10 ans. C'est en 1987 que le destin de cet apparatchik communiste, jusqu'alors plutôt terne, bascule. Venu au Kosovo écouter la minorité serbe se plaindre de la domination albanaise, Milosevic leur promet que personne ne devra plus oser les frapper. En une phrase, il devient du jour au lendemain leur héros. Et c'est en reprenant à son compte, dans des discours enflammés, le vieux rêve de la Grande Serbie qu'il conquiert le pouvoir à Belgrade. Élu président en 1989, il fait de la défense des minorités serbes son credo et plonge toute la fédération yougoslave dans un engrenage d'affrontements. Après la Slovénie, la guerre en Croatie, puis la guerre en Bosnie et le siège de Sarajevo. Partout, les morts se comptent par dizaines de milliers. Slobodan Milosevic soutient les milices paramilitaires coupables des pires exactions, pour mieux les lâcher ensuite, une fois la sale besogne effectuée. Et c'est en artisan de la paix qu'il vient à Paris signer les accords sur le partage de la Bosnie. Une défaite peut-être, mais qu'importe, pourvu qu'il conserve le pouvoir. Un pouvoir qui ne partage guère, si ce n'est avec Mira, sa femme, sa conseillère politique aussi. Ils sont inséparables, ils contrôlent le pays comme une entreprise familiale avec le cercle de leurs proches et manipulent les élections lorsque c'est nécessaire. Début 98 au Kosovo, Lučeka déclenche la lutte armée contre le pouvoir serbe. Slobodan Milosevic répond par la répression contre la population albanaise. À nouveau des massacres de civils, à nouveau des populations déplacées, des centaines de milliers d'Albanais réfugiés dans les pays voisins. L'épuration ethnique, toujours. En mars 99, les forces de l'OTAN interviennent. Après 3 mois de bombardement, le pays est exsangue, l'économie en ruine. Slobodan Milosevic accepte le plan de paix des Occidentaux, mais pas question pour lui d'abandonner le pouvoir. En juillet dernier, il modifie la Constitution pour organiser des élections anticipées au suffrage universel et parie sur les divisions de l'opposition pour l'emporter. Pari perdu, Slobodan Milosevic s'est pris dans son propre piège. Et avec nous sur ce plateau, invité de ce journal, Hubert Védrine, bonsoir. D'abord un mot de réaction toute personnelle face à cette démocratie tant souhaitée, tant attendue, cette victoire. Comment vous réagissez personnellement? Je ressens d'abord une vraie joie intime, presque personnelle, compte tenu de ce que cette affaire de Yougoslavie a représenté pour moi depuis des années. Et puis l'affaire du Kosovo, c'est très rare dans la vie internationale et la vie diplomatique, qui est un travail de Pénélope, qu'on atteigne à ce point l'objectif à certains moments, et on a quelques secondes pour savourer cette satisfaction parce que les choses vont vite. L'autre sentiment très fort que je ressens, c'est un sentiment d'admiration pour les Serbes. Je trouve qu'ils ont été tout à fait extraordinaires dans cet épisode, que la façon dont ils ont été votés en masse le 24 septembre, alors qu'ils avaient à craindre toutes les manipulations et la capacité de répression du régime, le fait d'avoir manifestement, comme nous l'avons dit tout de suite, comme je l'ai dit tout de suite, après élu Košunica dès le premier tour, je trouve ça extraordinaire. Et puis la maîtrise et la détermination dont ils ont fait preuve et dont parle le nouveau président. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'ils se sont sortis de la trappe où la politique du Milosevic les avait enfermés tout seuls, en fait. Donc sans l'OTAN, vous voulez dire, et sans les bombardements. Sans l'OTAN et sans l'aide de personne. Alors, on a essayé d'aider, de contribuer, mais fondamentalement, c'est un peuple qui s'est libéré seul et qui refonde lui-même ce chapitre nouveau. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord, ce nouvel homme au pouvoir que peu connaissent, je crois savoir que vous avez été en contact téléphonique un certain nombre de fois, peut-être de nombreuses fois ces derniers jours avec lui. On dit que ses intentions, en tout cas nationalistes, sont très ancrées, ne devoir rien ni à l'OTAN, ni aux Américains, ni à l'Europe. C'est un peu votre sentiment? J'étais en contact indirect, mais régulier avec lui depuis le début du mois de septembre. Depuis que, dans une réunion des 15 ministres des Affaires étrangères de l'Europe, nous avons rédigé ensemble, sur notre initiative, un message au peuple serbe disant si la démocratie l'emporte à Belgrade, toute la politique européenne sera révisée. Les sanctions seront levées, l'embargo sera levé et la voie de la coopération s'ouvrira.
Il m'a fait savoir après, alors que je n'ai pas eu de contact, il y a eu des contacts avec des diplomates que j'avais envoyés, mais il m'a fait savoir après que c'était exactement le ton qui était susceptible de toucher l'opinion publique serbe. Mais ça c'est complémentaire de ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont fait le boulot. Alors, mais oui, c'était le ton juste. Alors après, on a gardé un contact régulier, et ces tout derniers jours, on s'est parlé à plusieurs reprises au fil des événements. Et vous a-t-il dit qu'à la fois il ne comptait pas un instant que Milosevic passe devant un tribunal international, le tribunal de La Haye? On lui dit, on ne va pas lui faire de procès d'intention. Non, mais il a des choses plus urgentes à traiter. Ces derniers jours, quand on s'est parlé, c'était pour savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que vous en êtes, quelle est la situation dans Belgrade, comment vous évaluez le rapport des forces, est-ce qu'il peut y avoir des provocations ou du sabotage. On a eu un contact qui était lié à la gestion de la crise des derniers jours. Vous savez qu'il y a une sensibilité de la communauté internationale, bien évidemment, quant au sort de Milosevic. D'ailleurs, Jacques Chirac lui-même tout à l'heure disait Milosevic devra rendre compte de ses crimes. C'est votre opinion? La justice va devoir passer? Je pense que les Serbes sont les premiers à le penser, ça. C'est leur première responsabilité. Et le premier d'entre eux le pense? Attendez. Le peuple serbe vient de reconquérir un droit à un respect, je crois, particulier par ce qu'il a fait. Donc je crois que notre devoir à ce stade, c'est de l'écouter. C'est pas de lui imposer notre conception des choses. Il a ses engagements, il aura à tenir ses engagements, mais nous aurons à parler avec le nouveau président yougoslave sur ces questions. Mais laissez-le quelques instants pour s'installer. Il n'est pas peut-être encore maître de toutes les choses. On a vu tout à l'heure que Milosevic était encore là, qui reçoit le ministre russe, qui prétend encore jouer un rôle, ce qui est stupéfiant par rapport à ce qui vient de se passer. Donc je crois que la priorité absolue de ceux qui veulent aider cette nouvelle République fédérale de Yougoslavie à s'installer, ce nouveau pays démocratique, c'est de soutenir l'action de M. Kočunica dans les prochains jours. Donc il n'y a pas, dans les prochains jours, ça ne veut pas dire qu'il y aura un donnant-donnant, on lève les sanctions économiques, l'Europe accueille très bientôt, ou accueillerait la Serbie au cas où elle laisserait comparaître... La levée des sanctions, je l'ai annoncé début septembre, je l'ai confirmé après le premier tour, j'ai redit hier que c'était mis à l'ordre du jour d'une réunion des ministres lundi, parce que formellement, c'est cette réunion est elle seule qui peut lever les sanctions. Et par la suite, il n'y aura pas de donnant-donnant. Ce n'est subordonné à rien d'autre que le retour à la démocratie. Voilà. Donc il ne faut pas... ensuite, il y a la question de la mise en œuvre sur le plan des sanctions, pour que cette levée des sanctions ait des résultats concrets le plus rapidement possible. M. Kočunica arrive, le président Chirac l'a invité au Conseil européen de Biarritz, et M. Koštunica espère pouvoir venir, mais il ne sait pas encore exactement comment il sera organisé. À partir de là, on commencera à discuter sur un certain nombre de sujets. Je ne dis pas d'avance qu'on sera d'accord sur tout, mais on n'en est pas là ce soir. La justice devra passer, mais il faudra qu'elle prenne son temps. Non, ce n'est pas une question de temps. Je dis que nous n'avons pas décidé comme ça brusquement ce soir, à la place des Serbes. On ne va pas déposséder les Serbes de leur propre destin au moment où ils le prennent en main. Donc ils ont certainement des choses à dire sur ce plan. Sur l'avenir, ce qui va se passer. Merci M. Védrine de répondre à nos questions sur ce dossier, mais d'autres dossiers de l'actualité internationale. Vous restez avec nous pour le commenter. Il s'agit évidemment de l'autre grand titre de l'actualité, toujours à l'étranger, avec cette journée de prière à Jérusalem. Une journée lourde de dangers. Les manifestants palestiniens qui se sont rendus dans la vieille ville ont été dispersés par les forces israéliennes. Et les heurts se multiplient. Un Palestinien tué par balle. Reportage Alain Chalvon, Gilles Jacquier, Khaled Abouaker. Ce vendredi avait été décrétée journée de la colère. Elle commence sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa par une prière presque normale, jusqu'à ce que quelques meneurs appellent à la violence. Des fonctionnaires de la mosquée et des militants du Fatah essayent de les dissuader, de les encercler. Une bataille s'engage. Même l'appel au calme du grand cheikh Hussein ne sera pas entendu. Les meneurs l'emportent. De l'autre côté, à 200 mètres, à la porte des Lions se trouve un poste de police israélien. La ligne rouge est franchie. La police tire. À l'intérieur de la mosquée, la foule reflue. Il y a des blessés, un mort, un enfant de 12 ans. Il en faudra plus pour décourager les lanceurs de pierres. Nous continuerons jusqu'à la victoire, dit celui-ci. Nous nous battons pour Dieu, pas pour Arafat, dit celui-là. Oui, pour Dieu, ajoute ce dernier. Pendant ce temps, le poste de police brûle, atteint par un cocktail Molotov. Des hommes restent bloqués dedans. Leur évacuation ne prendra que quelques minutes. Mais un des policiers a été grièvement intoxiqué. Un émeutier s'acharne sur une caméra de vidéosurveillance, alors qu'un autre s'attaque au poste évacué.
le poste livré aux manifestants, dérisoire victoire de cette journée de la colère. Cette journée de la prière transformée en journée de la colère, en effet, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, de nouvelles victimes et l'extrême tension qui persiste pour les jours à venir avec la fête de Kippour. Charles Anderlin. 13 heures, dans les mosquées, les prières sont terminées et la manifestation se forme devant le bâtiment du Parlement palestinien à Gaza. Tous les mouvements sont là, le Fatah de Yasser Arafat, les intégristes du djihad islamique et du Hamas, les néo-marxistes. La foule scande « Palestine arabe ». Des kamikazes du djihad font leur apparition. Ils sont volontaires pour des attentats suicides contre Israël. Mais voici la première apparition depuis 2 ans du commando Azzedine el-Qassam, la branche armée du Hamas. Il y a seulement 10 jours, ces hommes étaient recherchés par la police palestinienne. La manifestation se disperse et la bataille quotidienne de Netzarim commence. Les Palestiniens attaquent les positions israéliennes autour de l'implantation. Les soldats ripostent par des rafales. Cet homme non armé s'est infiltré de l'autre côté des barbelés. Des infirmiers vont lui porter secours. Il est légèrement blessé à la jambe. Le bilan à 18 heures, 3 morts et 27 blessés palestiniens à Netzarim. Pour l'instant, rien n'indique que Yasser Arafat reprend le contrôle de la situation. Les policiers palestiniens qui ont participé au combat ces derniers jours étaient absents. Hubert Védrine, peut-être tout de suite un mot pour en finir sur cette crise diplomatique entre Israël et la France. Israël hier accusait aujourd'hui très violemment la France par son intransigeance d'avoir fait capoter d'une certaine façon les accords de mercredi dernier. L'Élysée a aussitôt démenti. Quelle est votre position ce soir? Je ne veux pas entrer dans des polémiques parce que la situation est assez difficile comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois que les conversations de Paris ont quand même apporté la manifestation d'une certaine bonne volonté de la part de M. Arafat, M. Barak, qui ont essayé de dire de part et d'autre qu'il fallait faire baisser la tension. Ce n'est pas encore vraiment le cas. Les choses ne sont pas aggravées. On est entre les deux. Alors, mais il y a eu certains acquis quand même. Ils n'ont pas été jusqu'à un accord, notamment sur les modalités d'une enquête. Mais il y a eu certains acquis. Ils n'étaient pas venus à Paris comme ça, uniquement pour refuser d'avancer. On va venir à la lecture peut-être de cette journée. Est-ce que vous diriez quand même qu'il y a une crispation entre la France et Israël et que cette crispation existe? En tout cas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Si c'est le cas, ça passera, parce que de toute façon, la France a conquis une place dans le tout petit groupe des pays qui sont considérés comme recherchant sincèrement la paix. Et ils ne sont pas très nombreux, en fait, pour pouvoir jouer un rôle utile. Enfin, l'urgence, c'est pas ça, c'est pas les questions des relations diplomatiques. L'urgence, c'est d'éteindre l'incendie. Est-ce que vous avez le sentiment, alors précisément à la lecture des événements d'aujourd'hui, on parlait de cette journée de tous les dangers, qu'il y a peut-être une très très légère décrispation, peut-être pas, mais une tension moindre? J'espère. Enfin, c'était peut-être un peu moins violent, c'est peut-être un peu moins tendu. L'urgence, c'est ça, parce qu'il faut absolument reprendre la négociation sur le fond. Ça paraît bizarre que j'en parle maintenant, mais c'est une nécessité absolue, parce qu'on le voit encore au Proche-Orient. On est sur un volcan, et si on n'avance pas vers le processus de paix, tout rééclate. Un mot sur le sommet. Il ne faut pas donner raison à Sharon avec sa provocation. Oui. Un mot sur le sommet. Justement, ça n'a pas permis d'apporter non plus tout à fait la solution. Le fond de la chose, c'est qu'il ne faut pas donner raison aux provocateurs. Là, tout ça découle de ce qu'a fait Sharon au départ. Alors, il y a eu la réaction des uns et des autres. Donc vous le dites clairement, oui, je le dis clairement. J'étais le seul à le nommer d'ailleurs et à dire que c'était une manœuvre de politique intérieure. Il ne faut pas lui donner raison. La bonne façon de ne pas lui donner raison, c'est de circonscrire l'incendie, mais de reprendre la discussion sur le fond. Et je crois que Arafat et Barak ont fait tellement de choses depuis des semaines ou des mois qu'ils savent que ça n'a pas de sens de s'arrêter là, quelle que soit l'immensité de l'émotion légitime qu'on ressent maintenant. Il faut reprendre cette recherche de la paix. Et c'est ça que nous allons aider, nous. Merci, M. Védrine, d'avoir répondu à nos questions. En France, au chapitre judiciaire, la condamnation à 18 ans de réclusion de l'abbé René Bisset. Son avocat a aussitôt indiqué qu'il allait faire un pourvoi en cassation. Yasmina Farber, Blaise Grenier. Curieusement, à l'énoncé du verdict, ce n'est pas l'abbé Bisset qui s'effondre, mais la partie civile, la famille de Yann. Ce jeune homme de 26 ans sera évacué par le SAMU. Pour les plaignants aussi, cette peine de 18 ans, c'est un électrochoc. Je pense que c'est une réaction des nerfs qui tombent après cette semaine qu'il a endurée. Mais on n'a pas pu
l'empêcher de cracher ce qu'il avait avalé. Donc on suppose que c'est un soulagement de détresse qu'il avait encore. Puisque je vous ai dit qu'il se culpabilise encore, il est persuadé que c'est lui qui envoie le curé en prison. Et puis je pense que le silence de l'Église, le silence de l'évêque, la manière arrogante et un peu méprisante à l'égard des victimes a pesé aussi dans le débat. Justement, pour l'avocat de René Bisset, ce procès de l'Église a parasité les débats, influencé les jurés. Le regard porté sur cette affaire par les médias, par l'opinion publique, transforme complètement le dossier. Et je crois que les choses ne sont pas examinées avec la sérénité habituelle. Le mea culpa de l'abbé à la fin de l'audience n'y aura rien fait. Il retourne en prison, mais va se pourvoir en cassation. Un pourvoi qui permettra à René Bisset, grâce à une nouvelle loi sur les assises, de faire appel. L'avocat général avait requis 12 ans de prison pour éviter ce cas de figure, pour éviter aux victimes de raconter une nouvelle fois ce qu'elles avaient vécu lors d'un deuxième procès. Le mouvement des gardiens de prison, toute sortie ou entrée de détenus quasi impossible dans plus de la moitié des établissements pénitentiaires. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le point avec Stéphane Bretner. Procès reporté, mouvement de prisonniers impossible, la patience de la justice a des limites. Seconde sommation, on va faire usage de la force. Ce sont donc les CRS qui entrent en action pour déloger les 30 grévistes. Depuis hier, comme ici à Toulouse, les surveillants manifestent devant leurs établissements, bloquant les accès. Seule possibilité, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire grève sur leur lieu de travail. 141 postes sont prévus pour les 187 établissements en France. Pour les surveillants, on est loin du compte et la tension monte. Madame Guigou, elle s'en fout de nous éperdument, la preuve. Regardez, elle n'a pas négocié encore, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que ça dégénère, mais ça dégénérera. Si elle demande que ça, on le fera. Aujourd'hui, 7 prisons sur 10 ont été paralysées. Plus d'emplois, une hausse des salaires. La réunion d'hier avec l'administration pénitentiaire n'a pas fait avancer les choses. Les surveillants feront une pause ce week-end, reprise du mouvement lundi avec de nouvelles manifestations, mais cette fois-ci devant les directions régionales. Martine Aubry a terminé aujourd'hui ses consultations sur l'assurance chômage. Ce matin, elle a reçu Nicole Notat de la CFDT. Les signataires de la nouvelle convention UNEDIC ont décidé de se retrouver ce week-end pour une ultime retouche du texte. Un texte déjà refusé à 2 reprises par le gouvernement. Les syndicats ont écrit au Premier ministre pour réclamer un financement légal et transparent. Ils reconnaissent donc pour la première fois que ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Les cotisations des adhérents ne suffisent pas à assurer leur budget de fonctionnement. Enquête de Peggy Leroy et Nathalie Gallet. La CGT avec Bernard Thibault, effectif revendiqué 700 000, effectif estimé 630 000. La CFDT avec Nicole Notat, 808 000 revendiqués, 515 000 estimés. Force ouvrière avec Marc Blondel revendique 1 million d'adhérents, en réalité 370 000. Des chiffres issus d'une enquête commandée par le ministère du Travail. L'auteur y assure que les cotisations des adhérents ne représentent plus qu'un tiers des revenus des syndicats. Pour en finir avec l'hypocrisie, toutes les organisations syndicales, excepté la CFDT, viennent d'écrire à Lionel Jospin pour que le financement se fasse désormais dans un cadre légal et relevant de la plus grande transparence. L'argent pourrait venir de l'État ou même des entreprises privées. Le MEDEF aujourd'hui bénéficie de subventions, d'attributions financières en tout cas, qui viennent des entreprises. Bon, pourquoi n'y aurait-il pas le même type de financement qui aille vers les organisations syndicales ? En attendant un financement légal, tous les syndicats ont profité d'emplois fictifs, comme ici dans cette caisse de retraite. Selon les enquêteurs, 25 salariés n'avaient ni bureau, ni téléphone, ni adresse dans les locaux du groupe. En revanche, ils étaient joignables chez eux ou à leur fédération syndicale. Même chose dans l'éducation nationale. En 1998, ce rapport du Sénat souligne que la pratique en matière de décharge syndicale se développe au-delà de ce qui est autorisé. On peut penser qu'il y a à peu près 1000 enseignants qui seraient touchés par des décharges illégales ou clandestines. On peut estimer que ce serait de l'ordre de 300 millions de francs. Pour ne pas être rattrapés par les affaires, les syndicats veulent que l'État reconnaisse officiellement leur utilité et donc leur financement.
Et Laurent Fabius a annoncé cet après-midi sa décision de lever le secret défense concernant les archives relatives aux commissions d'Elf à l'étranger. Une volonté de transparence qui devrait faciliter le travail des juges concernant l'enquête sur des versements de la compagnie pétrolière entre 89 et 93. Plusieurs milliers de kinés ont manifesté à Paris pour obtenir une hausse de leurs tarifs. Le cortège s'est retrouvé devant le ministère de la Santé quelques légères heures. Les kinés accompagnés d'infirmières libérales s'opposent aux baisses de tarifs imposées depuis août dernier. Fort séisme au Japon, dans le sud-ouest du pays, au moins 39 blessés et de nombreux dégâts pour ce violent tremblement de terre de 7,3 sur l'échelle de Richter. Heureusement, pas de victimes. Une page culture avec cette exposition à Paris d'un des grands maîtres de l'art abstrait, le peintre Archiguille, qui expose actuellement à Paris après 10 ans d'absence. Georges Bégou, Pascal Pueyo. De la matière avant toute chose. Archiguille travaille en pleine pâte. Son art est jubilatoire. Lorsqu'il couvre sa toile, les formes et les couleurs explosent. Depuis un demi-siècle, d'une exposition à l'autre, à travers le monde, le talent d'Archiguille s'est imposé. Malraux voyait en lui, à l'époque de l'abstraction, l'artiste le plus brillant de sa génération. La peinture d'Archiguille ne se fige jamais, elle évolue. Seule constante, sa source d'inspiration, la nature qu'il transfigure, il en synthétise les rythmes, il en exalte les tons avec une gestuelle voluptueuse. C'est plus que de la volupté, c'est de la sensualité, ça va même presque jusqu'à la sexualité, parce que c'est tout le corps complet qui participe à cette liberté d'une œuvre accomplie. Lorsque je prends de la peinture avec mes mains et que je fais une projection, il faut que cette projection soit en même temps un peu... il faut que les bras soient en même temps entraînés, les mains soient entraînées par un grand mouvement de Wagner, de Mozart, ou bien une toute petite musique de jazz. Naissent ainsi des œuvres quelquefois lunaires ou volcaniques, quelquefois proches de la calligraphie orientale. Des œuvres qui donnent à rêver et qu'il faut aller découvrir à l'espace Cardin. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La pression de la rue aura eu raison du régime de Milosevic. Première journée de victoire de la démocratie. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants célèbrent ce moment historique devant le Parlement. La communauté internationale félicite le nouveau président. Quant à Slobodan Milosevic, il est bien resté à Belgrade. Il a rencontré en fin de journée le ministre des Affaires étrangères russe et affirme vouloir jouer un rôle dans la vie politique du pays. La journée de tous les dangers à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. De nouveaux affrontements sur l'esplanade des mosquées et deux nouvelles victimes à Gaza et en Cisjordanie. Et puis ce communiqué qui me parvient à l'instant, M. Ehud Barak, le Premier ministre israélien, accuse Jacques Chirac d'avoir encouragé un regain de terrorisme en soutenant les demandes du président palestinien Yasser Arafat lors des rencontres mercredi dernier à Paris. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h50 votre policier du vendredi, PJ, 0h20 le dernier journal, Jean-Claude Renaud. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.